Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Ouais, on a Jérôme qui nous a rejoint, super, Oui, formidable. Et 11 heures pile. alors bonjour, très heureux de vous accueillir pour ce webinaire sur l'innovation produit pour transformer les services publics. On va attendre quelques petites minutes que tout le monde nous rejoigne, tous les inscrits nous rejoignent. Ce webinaire se déroulera de 11 heures à midi. Je me présente brièvement, je suis David Huin, directeur de projet au sein de la société Metapolis. Comme je vous le disais, on va attendre quelques secondes encore. Tout d'abord, on souhaitait vous remercier vivement d'avoir répondu présent à ce premier webinaire sur l'innovation produit au service de la transformation du service public. Euh, c'est une nouvelle thématique de webinaire piloté par Metapolis sur la performance numérique au sein des entités publiques. Comme vous le savez peut-être déjà, Metapolis organise des webinaires d'ores et déjà la thématique de l'intelligence artificielle et sur la thématique du pilotage des budgets verts. Aujourd'hui, nous vous proposons un dispositif un peu particulier dans le cadre de ce premier webinaire sur l'innovation produit pour transformer les services publics, car nous avons la chance d'avoir intégralement co-construit ce webinaire avec la société B2Moro, qui est un partenaire de longue date de Metapolis. Et je laisserai Arnaud, ici présent, présenter brièvement B2Moro dans quelques petites secondes. Hop, j'autorise des entrées. Comme vous pouvez le constater sur vos écrans, dans le cadre de ce webinaire, nous aurons le plaisir de bénéficier des interventions et témoignages de Jade Bosch, Scrum Master et UX Designer chez Metapolis, d'Arnaud Pichon, expert stratégie produit chez Bitumoro, qui se présentera dans 2 secondes, de Maud Murk, chargé de mission Pacte Vert au sein de la région Occitanie, de Thierry Arouvel, responsable digital et connaissance client chez Keolis Bordeaux Métropole Mobilité, et de Jérôme Zucchi, chargé de mission transition et sécurité numérique des services urbains de transport au sein de Bordeaux Métropole. Ils se présenteront également dans quelques instants. Avant de présenter brièvement nos deux structures, Metapolis et Bitumoro, quelques informations logistiques à vous communiquer. Premièrement, vous pourrez poser toutes vos questions dans le fil de conversation auquel vous avez accès et nous essaierons d'y répondre tant que faire se peut en direct. Si nous avons le temps en fin de présentation, en fin de webinaire, nous conserverons quelques questions et nous répondrons à ces questions-là en fin de webinaire tous ensemble. Deuxième point de logistique, comme vous pouvez le constater, vos micros et vos caméras sont coupés pour ne pas risquer de perturber le fil de la présentation. Autre point intéressant, un replay sera mis à votre disposition sur les sites de Bitomorrow et de Metapolis courant de semaine prochaine, un replay du webinaire du jour. Et pour finir sur ce propos liminaire, pour celles et ceux qui auront des questions à nous poser sur les problématiques présentées ce jour ou d'autres, n'hésitez pas à revenir vers nous, vers Bitumoro et Metapolis. Nous répondrons avec plaisir à vos sollicitations. Je vois qu'il est 11h04, on va se présenter brièvement. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore très bien, Metapolis, en quelques mots, est une société de conseil et de services fondée en 2015 par Fabien Cauchy, spécialisée dans l'accompagnement de la transformation numérique et responsable des acteurs publics. Nous travaillons, comme vous pouvez le voir, pour tout type d'acteurs publics, ministères, collectivités locales et établissements publics divers qui nous font confiance depuis de nombreuses années et que nous accompagnons avec ferveur et engouement au service de l'intérêt général. Arnaud, je te laisse présenter brièvement Bitmoro. Oui, absolument. Merci pour cette invitation. Donc, B2Moro, c'est une agence tech et transformation digitale. C'est une entreprise qui conçoit et produit des applications web, mobile et cloud depuis plus de 20 ans. Donc, nous accompagnons nos clients, donc de la scale-up jusqu'au grand groupe, dans la réalisation de projets technologiques ambitieux. B2Moro, c'est une entreprise bordelaise ouverte à l'international, constituée de plus de 90 personnes avec une cinquantaine d'ingénieurs de développement, accompagnés d'équipes de stratégie produit, d'équipes design, marketing.
Alors, le pilier principal de Bitumoro, c'est de faire du numérique une force et de créer des applications au meilleur niveau des standards de l'industrie. Une excellence technique, hein, qui nous permet de concevoir et de réaliser des produits numériques qui fonctionnent, qui sont fiables, maintenables et évolutifs. Moi, mon rôle en tant que product stratégiste chez Bitumoro, c'est de faire en sorte que les produits numériques ne soient pas une fin en soi, mais plutôt comme un levier de succès pour les entreprises que l'on accompagne et leur permettre d'atteindre leur prochain palier de développement. Il s'avère que ceci s'applique parfaitement au secteur public, puisque plus que jamais, c'est un secteur constitué d'entités qui ont une vision, un rôle et une responsabilité voilà, envers les concitoyens, les collectivités, et qui ont de forts enjeux tournés vers l'avenir. Et donc des enjeux que Bitumoro accompagne avec plaisir et engagement dans leur mission. Et donc, puisqu'on en parle d'entité avec une vision, il faut savoir que Bitumoro accompagne depuis maintenant plus d'un an Bordeaux Métropole et Keolis dans le cadre du développement de la nouvelle application mobile de TBM. Donc, la première version est sortie en production cet été. Jérôme, Thierry, est-ce que vous pouvez brièvement vous présenter dans ce cadre, s'il vous plaît? Oui, alors du coup, Thierry Yarouvel, je fais partie de la société Keolis Bordeaux Métropole Mobilité, qui est donc l'exploitant du réseau TBM pour le compte de Bordeaux Métropole. Voilà, je fais partie de la direction marketing et j'ai en responsabilité de proposer et déployer des solutions numériques pour le voyageur. Donc Jérôme Zucchi, chargé de mission, transition numérique. Je suis rattaché à la Direction générale des mobilités de Bordeaux Métropole. Et dans le cadre de cette intervention ce matin, je suis le directeur de programme et notamment pour le programme Développer l'expérience usagée et spécifiquement chef de projet MAS euh, pour Bordeaux Métropole. Merci, messieurs. Sans plus attendre, passons au vif du sujet. Alors, en quoi l'innovation produit va-t-elle servir à la transformation du service public et en quoi peut-elle permettre de s'extraire d'une complexité administrative et organisationnelle pour pour adopter une approche simple, proactive, itérative, centrée produit, usage et usager? Et la première question qu'on est en droit de se poser, et c'est toi Arnaud qui va nous aiguiller et répondre à cette question, c'est peux-tu nous expliquer s'il te plaît le pourquoi? Pourquoi partir du produit numérique pour transformer les organisations et favoriser l'innovation? Oui, alors c'est une bonne question. Alors c'est vrai qu'au démarrage d'un projet, lorsque l'on a deux entités qui se rencontrent, on a pour objectif de mettre en place une co-construction et c'est effectivement une clé de voûte pour pouvoir aboutir sur un produit à forte valeur ajoutée. Et donc on est tenté d'avoir un investissement en temps et en énergie qui soit assez important pour aller chercher une organisation commune qui permet d'atteindre un haut niveau de productivité. Sauf que pour cette situation, je vous renvoie au modèle de Tuckman qui explique qu'une équipe a besoin de passer par un certain nombre d'étapes et donc a besoin de temps pour atteindre ce niveau de productivité nominale. D'autre part, ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est qu'on est en train de parler de deux entités, une entité du secteur public, par exemple, et puis une entité comme Bitumoro, expert du numérique de l'autre, qui ont une expertise qui leur est propre. Une expertise du côté de Bitumoro, tout naturellement, sur le numérique. Et ce qu'on peut se dire assez naturellement, c'est qu'il n'est pas possible de rattraper 20 ans d'expertise du numérique de Bitumoro, je caricature, mais en une semaine de cours magistraux à l'intention de l'entité qu'elle accompagne. La courbe de progression est beaucoup trop brutale. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'il faut vraiment pondérer l'investissement qui est à faire au début sur l'organisation. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Il y a un certain nombre d'éléments que je dirais élémentaires, comme la gouvernance, qui peuvent être mis en place, qui permet d'avoir une première identification des rôles et des responsabilités, de créer de l'engagement, une première comitologie qui permet d'avoir un certain nombre de premiers moments de convergence et d'alignement.
Donc, ce sont autant d'éléments qui permettent d'aller chercher le plus rapidement possible une qualité opérationnelle, un produit numérique en production qui soit fiable et stable, à partir duquel on va pouvoir commencer à apprendre des choses. En fait, à partir de là, ce qu'il faut, c'est avoir un pas de recul et avoir une posture agile globale. C'est-à-dire que on est agile pour la conception et la production d'un produit numérique. On a ce produit qui va apprendre des choses des utilisateurs finaux, du terrain. Et à ce même titre, il faut que l'organisation soit à l'écoute et entende les signaux qui sont émis par ce produit, se mette autour de ce produit, ce modèle pour pouvoir répondre à ces manques, à ces besoins d'expertise complémentaires. Et à partir de là, ce qui se passe, c'est qu'avec le temps, on a effectivement une organisation commune qui va aller chercher ce niveau de productivité nominale. On va avoir de la place qui va se faire dans les esprits des individus qui constituent ces équipes. On va avoir de la place dans les agendas qui va se faire, une forme de fraîcheur. Et en fait, c'est autant d'éléments qui vont permettre une disponibilité pour quelque chose qui est extrêmement important pour l'ensemble de ce processus, c'est l'innovation. Donc du coup, en fait, en synthèse, ce qu'il faut se dire, c'est investir au juste assez sur l'organisation au démarrage, aller chercher le plus vite possible une excellence opérationnelle avec un produit numérique, duquel on va pouvoir sortir des éléments pour adapter une organisation et laisser la place à l'innovation. Merci Arnaud. Hop, pardon. La question qui suit, donc on appréhende mieux le pourquoi suite à ton intervention. La question qui suit, c'est le comment. Comment se passe cette transformation du produit à l'organisation? Effectivement. Donc, du coup, comme je l'expliquais, il s'agit de mettre au démarrage d'un projet commun une gouvernance qui permet d'avoir une première identification des rôles et des responsabilités et donc d'avoir de l'engagement de la part de ces individus. C'est une première pierre. Quelque chose qui est très important et que vous allez m'entendre répéter plusieurs fois, c'est la proximité avec les cibles de ce projet public. Alors à ce niveau-là, on parle encore de cibles et pas encore d'utilisateurs finaux, puisque on n'en est pas encore à proprement parler, à réfléchir sur le produit en lui-même. Mais déjà, en fait, par rapport aux premières idées qui sont mises sur la table par cette gouvernance, il faut avoir une proximité avec les cibles, voilà, pour valider l'attraction de ces idées. Et ça, c'est autant d'éléments qui vont nous permettre d'aboutir sur une vision globale. Alors, la vision globale, elle est extrêmement importante puisqu'elle permet d'avoir un cap, d'avoir un alignement, un premier palier de transparence pour l'ensemble des personnes qui vont intervenir sur ce projet et ainsi assurer un produit avec une forte valeur ajoutée. Et cette vision globale, par ruissellement, en fait, elle va pouvoir alimenter une première phase d'innovation. Dans un espace avec une sécurité psychologique, c'est extrêmement important puisque on va demander aux personnes d'avoir des idées disruptives, et il faut supprimer la peur de sortir des idées qui sont potentiellement pas les bonnes du premier coup, mais il faut absolument que les gens aient un espace de parole et qu'ils se sentent en sécurité. C'est extrêmement important. Cette innovation, elle va se nourrir de conditions de succès, de besoins identifiés, d'une mission, d'un cœur d'expérience préidentifié, tout en tenant compte de la concurrence. C'est aussi quelque chose qui est très important. C'est un autre moyen de s'assurer qu'on va dans la bonne direction. Et à ça, j'associe en fait des éléments de pragmatisme comme la chronologie et les budgets. Alors ça, c'est quelque chose qui est très important. L'agilité souffre quand même beaucoup d'une forme d'incertitude, un flou, ce qui fait qu'on a justement certaines entités qui savent pas trop ce qu'elles vont obtenir, elles savent pas exactement quand, elles savent pas exactement avec qui. Et ça, je sais que moi personnellement, ça me dérange parce que en fait, ces éléments de pragmatisme, de chronologie et de budget, ils sont très importants et ils sont même vecteurs de convergence dans des phases d'innovation et qui permettent d'aboutir sur quelque chose de crédible, aussi sur le plan technique, technologique. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur et de souligner. Et encore une fois, je parle de la proximité avec les cibles du produit, puisqu'on est encore en train de mettre des idées sur la table et il faut qu'on arrive à valider l'attraction de ce qu'on est en train d'évoquer. Et voilà, autant d'éléments qui permettent d'aboutir sur la vision d'un produit numérique.
Alors, dans ce contexte et en lien avec ce qu'on a vécu, Jérôme, Thierry, est-ce que vous pouvez nous partager certains éléments que vous avez vécus, que vous aimeriez partager avec nous? Je commence, Thierry. Euh, alors moi, je suis convaincu effectivement que dans une méthode agile, ce qui est important, en tout cas pour notre vision, en tout cas côté Bordeaux Métropole, c'est de mettre un cadre, que ce cadre soit même contraint, puisque le principe aujourd'hui qui avait été retenu par Bordeaux Métropole, c'est que pour lancer ce MAS, il nous a fallu traduire la volonté des élus, traduire cette volonté par une feuille de route qu'on a co-construit ensuite avec notre délégataire, mais qui posait déjà le cadre, le périmètre et les contraintes que j'expose, ou en tout cas que je souhaiterais indiquer, c'est qu'effectivement, on a souhaité une date de livraison très contrainte, hein, donc en moins de 2 ans, et avec un budget fixe. Et je pense que ça a permis aussi une certaine forme de créativité sous ces contraintes très fortes de calendrier et de budget. Alors, du coup, je reprends la main. Donc, effectivement, alors, par toutes ces contraintes, donc, oui, il a fallu effectivement être un peu innovant. On ne voulait pas l'être tout seul, évidemment. Ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment axer aussi tous nos travaux en mettant en place et en mettant plutôt l'utilisateur au centre à chaque étape du projet. Et ça s'est passé déjà depuis l'avant-projet. On a évidemment, bien sûr, analysé tous les usages de l'ancienne application. On a fait des enquêtes auprès de nos utilisateurs, savoir qui est voilà, au sein de cette application. Pendant le projet, ce qui a été important pour nous, c'est de pouvoir interviewer les utilisateurs de l'ancienne app également et de pouvoir aussi, bah, tout au long de la conception, de pouvoir leur faire s'exprimer, pouvoir leur montrer, parce que cette notion d'agilité permet aussi de concevoir aussi petit à petit et de leur montrer ce qui est fait et de pouvoir même, bah, rétropédaler, hein, ce qui nous permet de dire: «Bah, là, on n'a pas pris forcément la bonne direction». Et puis, bien sûr, une phase importante avant le lancement de cette application, bah, c'est une phase de bêta test, où là, on a pris bah, plus de 300 personnes, hein, qui soient utilisateurs du réseau client, qui soient chez Keolis Bordeaux Métropole, qui soient aussi à la métropole de Bordeaux, voilà, de manière à ce qu'on puisse justement en avant-première les faire tester et bien sûr bah, corriger peut-être les derniers éléments avant de pouvoir sortir l'application au grand public. Ok, merci beaucoup pour ces éléments. Donc, du coup, on continue. Si on se refait une petite synthèse, donc du coup, on part d'une gouvernance qui nous permet d'aboutir sur une vision globale et qui, par l'intermédiaire d'une phase d'innovation, nous amène sur la vision d'un produit numérique. Et donc, cette vision d'un produit numérique, encore par ruissellement, va nous permettre d'alimenter une roadmap pilotée par des outcomes. Donc, c'est un élément hyper important et vivant. Il va nous apporter du suivi, de la priorisation. C'est encore un élément de transparence et qui va nous amener sur la phase de run, au sein de laquelle on va à proprement parler de la conception et de la production du produit numérique, avec des équipes qui vont se mettre autour, donc des équipes produits, des équipes d'ingénierie logicielle, design, marketing, toujours avec une forte proximité avec les utilisateurs. Et là, on va avoir un certain nombre de cycles, donc au juste assez, qui vont nous permettre d'atteindre justement cette excellence opérationnelle avec un produit numérique en production. Donc un produit qui fonctionne, qui est fiable, qui est maintenable et qui est évolutif. C'est quelque chose qui est extrêmement important parce qu'en fait, si on n'arrive pas à poser ce socle avec ce niveau de qualité, en fait, on ne peut pas avoir le focus sur les bons éléments et apprendre du terrain de nos utilisateurs. On est davantage en train de gérer une dette produit, technique, technologique et aussi émotionnelle. Et c'est bien dommage parce que du coup, on passe à côté des signaux que ce produit nous émet. Et justement, ces signaux aussi importants, je l'ai évoqué, en fait, c'est eux qui vont permettre d'alimenter ce que je vais expliquer là.
On repart d'une gouvernance. Donc, on a notre produit numérique en production. Et là, quand je dis que c'est bien, on a gagné, c'est-à-dire qu'il va nous parler, on va identifier des axes d'amélioration, on va pouvoir se concentrer dessus, on va identifier des expertises et donc des experts complémentaires à faire embarquer sur ce dispositif, alors de part et d'autre, hein, que ce soit du côté de l'entité publique ou du côté de B2Moro, on va avoir des sous-objectifs qui vont émerger. Et je leur ai dit encore une fois, toujours avec une importante proximité, avec des éléments pragmatiques comme la chronologie, les budgets, toujours très important. Et toujours aussi très important, une proximité avec les utilisateurs finaux, que je dirais encore un peu plus proche encore, puisque ça y est, on est en production, et c'est vraiment le moment de se nourrir d'eux. Et comme je l'expliquais, en fait, on a ce produit duquel il faut qu'on soit à l'écoute et qu'on entende les signaux et qui vont nous amener vers la transformation de l'organisation. C'est assez naturel, en fait. On a un décloisonnement qui se fait, on a une proximité entre les individus, on a un gain de temps et d'alignement, puisqu'on a une performance qui est améliorée, ce qui, comme je l'expliquais, laisse de la place à l'innovation, la favorise et renforce encore un peu plus l'engagement. Et donc, en fait, ce qu'on peut observer, ce qu'on peut dire, c'est qu'on passe d'une gouvernance qu'on pourrait qualifier de relativement linéaire à ce qu'on appellerait une gouvernance atome, avec donc des équipes qui se constituent et qui peuvent se déconstituer. En fait, il y a une gymnastique assez rapide avec des experts diverses et variés au centre de ces atomes qui portent l'engagement de ces équipes pour aller chercher de la valeur pour le produit, va faire émerger des idées, des phases de prototypage, de test, toujours avec une proximité très importante et au final alimenter ce run qui est le terrain permanent de l'innovation. Et voilà, tout ceci étant dit, Jérôme, Thierry, moi je suis intéressé, même chose, d'avoir votre retour d'expérience sur cette excellence opérationnelle qui a permis d'aboutir sur une transformation organisationnelle. Alors je continue effectivement sur cette logique. Le projet a permis effectivement d'associer des directions différentes, des directions qui travaillent en silo côté Bordeaux Métropole. Donc ça a permis aussi de fédérer autour de ce produit l'ensemble des acteurs avec leur expertise. Ce qui est aussi intéressant, en tout cas de notre côté, c'est qu'on a vu aussi le délégataire monter en puissance sur des sujets qui sont en parallèle, mais qui sont indispensables, donc notamment pour ce produit, donc le MAS, nouvelle application TBM, une forte transformation sur les données, donc une mise en qualité qui était indispensable et qui a été faite en parallèle. Donc je souligne que ça a été gage aussi de monter en puissance sur d'autres sujets et une mise en place d'une sécurisation de tous les échanges avec d'autres systèmes, parce que cette application, elle communique avec d'autres systèmes d'information transport. Et on a vu, en tout cas pour nous, cette montée en puissance et cette mise en qualité. Et l'autre élément clé que je souhaitais souligner, c'est que je me suis aperçu que même dans notre mode de fonctionnement et dans notre mode de communication, la gouvernance qui avait été mise en place initialement, on a été assez innovant, même dans les modes de communication, et notamment, moi, je tiens à souligner ces petites capsules de vidéo, là, ce qui est appelé Keynote, qui nous a permis de communiquer autour du projet de manière beaucoup plus fluide. En quelques minutes, chaque vidéo font à peine 2 minutes. On a pu rendre compte aux élus rapidement. On a pu convaincre aussi d'autres usagers de cette application, de la pertinence de cette application, et ça nous a un peu bousculé dans notre manière de communiquer habituelle. Mais au moins, c'est du concret, et puis ça rend les choses un peu plus humaines. Ces produits numériques qui sont parfois un peu vus de loin. Là, c'était très concret, et je trouve que c'était quelque chose de très positif, en tout cas, et qui continue d'ailleurs d'être très positif. Et ben pour continuer sur les propos de Jérôme, donc effectivement, nous on a pu avoir effectivement 3 grandes transformations au sein de notre organisation.
La première, ça va être vraiment sur l'équipe, l'équipe digitale, l'équipe SI. Il fallait évidemment, depuis qu'on avait reçu le cahier des charges de Bordeaux Métropole, se dire ben, comment on va s'organiser pour pouvoir répondre aux exigences du cahier des charges et aux attentes de Bordeaux Métropole. Donc, l'équipe a dû s'adapter. On a créé une équipe dédiée qui a ben, là aussi rapproché le digital, le marketing digital et les systèmes d'information pour créer une équipe unique et dédiée. Dans le même bureau, on a créé des binômes aussi entre une personne qui travaille au marketing, une personne qui travaille au SI et qui travaille main dans la main finalement, et tout ça dans le même bureau. Et puis également de pouvoir réintégrer aussi les métiers, parce qu'on a énormément de métiers au sein de Keolis, mais voilà, une application qui est là pour faire de l'information voyageur, de la vente, de l'achat, de la validation, du décrochage vélo, bah, forcément, ça a un impact sur les métiers de Keolis. Et donc là aussi, une intégration des métiers et avoir des échanges réguliers avec eux. Le deuxième point, c'est la partie SI. On a dû forcément repenser le SI voyageur, le SI client, comme on l'appelle, le SI voyageur, avec un focus, et Jérôme l'a rappelé, sur la qualité de la donnée et mettre en avant vraiment cette qualité de la donnée pour se dire, oui, cette donnée doit être diffusée sur l'application, donc elle doit être forcément de très bonne qualité. Donc on a dû repenser aussi ce SI. Et puis le troisième point, et je finirai sur ça, bah, voilà, notre échange avec Bordeaux Métropole, bah, là aussi, ça a été quand même assez innovant. Jérôme l'a rappelé, ces keynotes qu'on montrait, montrer l'état d'avancement très régulièrement, bah, permet aussi parfois de se poser peut-être la question en disant, bah, tiens, là, peut-être qu'on pourrait le voir différemment. Donc voilà, c'est du très concret. C'est de l'agile et c'est aussi un petit peu innovant parce que c'est pas forcément comme ça qu'on avait l'habitude de travailler avec notre délégant. Ouais, super intéressant. Merci beaucoup. Et c'est vrai qu'en t'écoutant, du coup, Thierry, moi, ça me renvoie à une autre expérience qu'on a pu vivre un petit peu similaire, là, du Tomorrow. C'était l'époque, du coup, où on travaillait avec France Travail, Pôle Emploi. Et effectivement, on a eu un impact aussi au niveau de leur transformation organisationnelle sur la posture de développement, c'est-à-dire qu'ils avaient des équipes à l'époque qui étaient très orientées web, et donc il s'agissait d'avoir une refonte de leurs applications mobiles. Et il s'avère qu'à l'époque, le mobile était vraiment en pleine émergence. Et du coup, ce qu'on a pu apporter là en tant que B2Moro dans leurs équipes, c'est cette posture de mobile first. Et en fait, de la même manière que tu le décris, il y a eu une sorte d'éclatement au sein de l'organisation de Pôle emploi, dans lequel on est venu s'intégrer et avoir voilà, une transformation de la pensée et partir sur du mobile first. Et c'est vrai que ça a été quelque chose d'extrêmement important, puisque quand je parle de dette, produit et technique, c'est vrai que du coup, ce sont deux approches qui sont complètement différentes. Et il s'agissait vraiment d'avoir ouais, un regard complètement différent. Et donc, du coup, on a eu des équipes voilà, qui se sont déconstituées. On a eu de nouveaux experts qui sont venus s'implémenter dans les équipes auxquelles on a participé. Et on a eu une refonte complète en fait, de cette organisation pour pouvoir s'orienter vers un produit mobile qui soit, encore une fois, fiable et durable. Ok, super intéressant. Merci beaucoup. En fait, je vous ai parlé là à plusieurs reprises donc des éléments qui gravitent autour du run et de ce terrain d'innovation permanente. Et j'en profite pour passer la main à Jade du côté de Metapolis, qui va justement vous en dire un tout petit peu plus, donc à un niveau de granularité plus bas, et vous partager ces éléments. Merci Arnaud. Euh, oui, je vais commencer ma présentation en me présentant rapidement. Donc je suis Jade Bush et je travaille comme UX designer et Scrum Master depuis bientôt 2 ans chez Metapolis. Et donc je travaille sur le développement de la suite logicielle OCO qui vise à accompagner les collectivités dans le management de leur transition écologique. Et donc un des modules de la solution OCO, c'est le module pilotage que l'on a construit en collaboration avec la région Occitanie. Pour donner quelques mots de contexte, donc le projet est né d'une part de l'ambition de Metapolis d'accompagner et d'outiller les collectivités dans le management de leur transition écologique, ce qui a donné naissance au projet modulaire OCO.
Et donc, la proximité de Metapolis avec les collectivités a permis de pressentir un marché qui a été attesté plus tard par la région Occitanie, qui a donc exprimé son besoin de piloter ses objectifs de transition écologique de manière pérenne, simple et décilotée. Donc aujourd'hui, le module pilotage est une solution co-construite par Metapolis et plusieurs acteurs de la région Occitanie, à destination des agents de la région et dont l'objectif est de faciliter le suivi des objectifs du Pacte vert en centralisant des mesures et des informations relatives à un certain nombre d'indicateurs. Maud, je te laisse la main si tu souhaites ajouter quelques mots de contexte sur le projet. Merci Jade. Donc bonjour à tous. Moi je suis Maud Mur, je suis chargée de mission Pacte Vert à la région Occitanie, plus spécifiquement en charge des aspects observation et pilotage. Donc le Pacte Vert, c'est un cadre d'action des politiques régionales qui a été adopté en 2020 pour répondre à l'urgence climatique. C'est un modèle de développement qui se décline en 6 grandes ambitions qui empruntent à la taxonomie du Green New Deal européen, avec pour enjeu de concilier développement économique et réponse aux enjeux écologiques et sociaux. Et donc, on a besoin d'un outil de pilotage pour accompagner la mise en œuvre de ce pacte vert et dans l'idée de ne plus naviguer à vue en matière de transition écologique, de suivre l'avancement des actions et mesures en lien avec les stratégies et plans régionaux. Par exemple, où on en est de l'avancement en matière de production d'ENR, de l'objectif de neutralité carbone en lien avec la stratégie REPOS, qui est la stratégie région à énergie positive votée par la région, ou encore en matière de rénovation des logements en lien avec notre plan Habitat durable. Donc, l'opportunité d'un accompagnement Metapolis, elle présentait un intérêt à plusieurs niveaux. Sur le volet co-conception, d'abord, ça nous permettait de bénéficier du savoir-faire d'une équipe de designers informaticiens, mais également du retour d'expérience d'autres collectivités embarquées dans la démarche. Et puis, sur le volet transversalité, ça a apporté des perspectives en matière d'imbrication avec d'autres modules, comme celui du budget vert ou encore celui d'un module d'évaluation de l'impact environnemental de l'action, des plans d'action régionaux. Voilà. Merci Maud. Et donc, effectivement, à partir de l'expression de ce besoin et au bout de 4 mois environ de conception et de prototypage, le POC pilotage, donc un POC, c'est-à-dire une preuve de concept, et c'est une version simple du produit qui est voué à évoluer, mais qui permet de valider l'utilité du produit. Donc, ce POC prend la forme aujourd'hui d'une interface de suivi de plusieurs dizaines d'indicateurs, chacun associé à une catégorie d'objectifs, et plus largement à une des 6 ambitions du Pacte vert. Et donc, cette interface centralise les données produites par un ensemble d'acteurs identifiés et contactés pendant les mois de conception. Et chaque indicateur est présenté avec un certain nombre d'informations qualitatives qui permettent de faciliter la lecture des résultats et de limiter les biais d'interprétation. Merci beaucoup, Jade et Maud, pour cette introduction, cette contextualisation. À présent, pouvez-vous nous en dire davantage sur votre approche du planning et comment le planning peut-il accompagner la structuration de la vision produit? Merci David. Donc effectivement, pour répondre à cette question, je vais juste rapidement présenter notre mode de travail dans notre équipe. Donc on travaille aujourd'hui en mode agile dans le cadre de la méthode Scrum. Donc sans entrer dans les détails, c'est un mode de gestion de projet qui implique l'attribution de 4 rôles différents. Donc un product owner qui va avoir la vision du produit, une équipe de développeurs avec différentes expertises qui vont donc construire le produit, un Scrum Master qui va s'assurer que l'équipe suit une démarche d'amélioration continue, et bien sûr les stakeholders, donc les parties prenantes qui vont valider les hypothèses de valeur ajoutée sur ce qui est construit. Et donc nous travaillons en sprint de 3 semaines qui commence d'abord avec une définition d'objectifs, suivie d'une phase de conception, puis de test, et enfin une démonstration à laquelle participent les stakeholders, donc les parties prenantes, et dont les retours orienteront les objectifs du prochain sprint. Et ce mode de gestion de projet permet de débuter rapidement la conception d'une solution, de valider ou invalider les hypothèses par des tests réguliers et de s'adapter facilement aux besoins émergents. Plus concrètement, le planning s'est scindé en 3 phases. Donc une première phase de cadrage du projet qui a été suivie par une phase de cadrage du besoin, pendant lequel on a réalisé des ateliers d'identification des personas et des cas d'usage notamment. Puis enfin, une phase de conception avec les sprints de développement et les ateliers de tests utilisateurs, de validation et de préparation des sprints.
Donc, pour respecter le planning prévu, il a fallu anticiper et s'adapter aux ressources humaines et temporelles disponibles. Donc, ça a été rendu possible par la communication régulière avec Maud, notre interlocutrice principale, qui se chargeait de mobiliser les profils les plus pertinents pour chaque type d'atelier. Et bien sûr, un travail préparatoire rigoureux en interne que l'on validait avec Maud en amont des ateliers. Et donc, de cette façon, nous nous assurons d'extraire de chaque atelier la matière nécessaire à la poursuite de la roadmap. Et donc, la focale déterminante de ce planning, qui est le cœur de la vision produit, c'est la story map, qui est construite à la fin de la phase de cadrage du besoin. Donc, en quoi est-elle déterminante? Vous avez ici un extrait de la story map qu'on a construit pour le module pilotage en atelier. Et donc, c'est ce support qui va traduire la vision du produit en fonctionnalité. On parle de story map parce que c'est une cartographie de toutes les activités qui pourraient être réalisées par les utilisateurs cibles que l'on traduit en user story dans la méthode Scrum. Donc, une user story, c'est une fonctionnalité du point de vue d'un utilisateur. Et donc, ces user stories sont alimentées par les personas et les cas d'usage. Après la construction de ce tableau, les fonctionnalités qui répondent réellement aux besoins exprimés sont ciblées. Donc, nous, on les a ciblées par des votes en atelier. Elles sont représentées par des petites étoiles sur les encadrés. Et donc, cette priorisation permet de sonner le début des sprints de conception. Maud, je te laisse la main si tu souhaites dire quelques mots sur ce qu'a apporté selon toi ce support et sa création. Oui, merci Jade. Et au-delà de ça, la méthode agile, puisque cette méthode, elle nous semblait pouvoir garantir à la fois souplesse et adaptabilité dans un contexte particulier qui est celui des collectivités territoriales et qui sont finalement des conditions essentielles dans ce contexte-là, puisque notre principale mission, nous, en tant qu'agents publics, c'est d'aider à la décision des élus et des directeurs qui naviguent finalement au rythme des injonctions réglementaires et politiques. Et donc, en plus de ça, l'une des missions spécifiques qu'on a au Pacte Vert, c'est d'arriver à sortir des silos et de faire travailler en transversalité les différentes directions, que ce soit sur les différentes thématiques, mais aussi les différentes directions support. Donc, en ça, la méthode nous paraissait intéressante. Et donc, on l'a vraiment vécu comme tel parce qu'on a eu une première phase d'atelier très rapprochée dans le temps, qui ont été vraiment pertinents dans le sens où ils nous ont permis vraiment de poser les besoins et de croiser les points de vue entre les différentes personnes mobilisées entre les directions. Donc, on a eu un premier atelier sur les usages avec l'expression des différents profils utilisateurs dans lequel on a pu s'entendre sur ce qu'on attendait de l'outil en fonction des différents niveaux de besoins, que ce soit décideurs, techniciens, partenaires, usagers. Par exemple, en tant que décideur, mon besoin, c'est de voir à quel rythme on avance, quels sont les freins, les leviers à activer. Alors qu'en tant qu'élu, j'ai besoin de chiffres fiables sur lesquels je peux m'appuyer pour consolider mon discours. Ou encore, en tant que chargé de mission, moi, mon besoin, il est plus d'alimenter, par exemple, des travaux de diagnostic en données et indicateurs récents ou en indicateurs pour piloter justement l'aide à la décision. Le deuxième atelier sur les données, il coïncidait en plus avec un calendrier régional en termes d'élaboration de la stratégie data et IA à la région. Et on a pu travailler par exemple sur une matrice de complexité d'accès à la donnée qui nous a beaucoup aidé, nous, à nous projeter. Et puis, enfin, le troisième atelier sur les fonctionnalités, la fameuse story map qu'évoquait Jacques tout à l'heure, ça a été un très bon exercice pour nous parce que ça a été un moment charnière. Ça a permis d'avancer ensemble avec les agents mobilisés, les agents de la région mobilisés, sur les priorisations. Et ça nous a obligés finalement, nous, à trouver ensemble la voie, à s'accorder sur ce qu'on voulait faire de cet outil-là et en quoi il pouvait servir nos besoins, nos différents besoins en fonction de nos profils différents. Donc finalement, cette série d'ateliers, elle a été suivie de séquences de démos, également très rapprochées dans le temps, et qui nous ont permis aussi très concrètement de voir en quoi le produit pouvait nous servir ou pas, ce qui pouvait nous être utile ou ce qui ne l'était pas, et de faire le tri finalement entre les différentes fonctionnalités du produit. Merci. Voilà. Je te repasse la parole, Jade. Merci, je la reprends rapidement. Merci beaucoup, Maud.
Donc, merci pour ces précisions. La question qu'on est en droit de se poser à présent, c'est en quoi cette approche projet, votre approche projet, en quoi ce projet témoigne d'une démarche d'innovation? Oui, merci David. Dans la notion d'innovation, on a trois notions clés. Donc, c'est la créativité, la valeur produite et la maîtrise de la conduite du changement. Et donc, dans le cadre de notre projet, la construction du produit va engendrer d'une part forcément de l'innovation produit. Effectivement, le tableau de bord partagé qu'on a construit offre un accès à des ressources nouvelles de façon accessible et centralisée. Et donc, ce produit, ainsi que d'autres productions matérielles telles que des fiches indicateurs ou un Excel de suivi pour la gestion des données et des sources, participent à la conduite du changement dans le sens de la transition écologique. Et cette innovation de produit va ruisseler et engendrer donc de l'innovation de process et de l'innovation organisationnelle. Mais effectivement, au-delà de construire un produit innovant, nous construisons un environnement propice à l'innovation. Ce produit doit s'intégrer dans un contexte et un besoin propre à la collectivité. Donc, il faut garantir sa pérennité et son utilisabilité, c'est-à-dire sa capacité à répondre à une demande de façon efficace, efficiente et satisfaisante. Donc, en termes d'innovation de process, effectivement, le produit a aidé au management du pacte vert en définissant mieux les objectifs et surtout en les partageant entre les agents. Le besoin d'un outil transverse de pilotage du pacte vert a permis de questionner, d'approfondir et enfin de cadrer le périmètre d'un plan en fin de compte assez peu défini. Il y avait effectivement des ambitions et des objectifs à piloter, mais pas de ressources réelles pour le faire. Et donc, en cherchant à mieux définir le besoin auquel répondrait le produit, on a abouti à la structuration d'une démarche claire et maîtrisée, avec des choix d'indicateurs pertinents pour piloter chaque objectif, la définition de leur périmètre respectif et l'ajout progressif d'un certain nombre d'indicateurs qui n'avaient pas été pris en compte au départ. Et donc, ce cadrage efficace du besoin est itératif et il se base sur une bonne compréhension de la philosophie ou de la vision du client dès le début du projet. D'autre part, notre mode de conception apporte des productions rapides pour alimenter et faire évoluer la réflexion. Donc, c'est le processus de développement en mode agile qui implique des délais de développement courts, toujours en réponse à des besoins exprimés et testables en fin de prototypage. Et donc, avoir rapidement entre les mains un prototype simple mais fonctionnel permet de consolider la vision des collègues et des décideurs, comme Maud en atteste aujourd'hui. Et donc, un autre point intéressant aussi en termes d'innovation de process, c'est que le temps d'apprentissage est réduit. Donc, étant donné qu'il est co-construit avec les agents de la collectivité, le produit est déjà maîtrisé et ses fonctionnalités sont valorisées. Donc, dans ce contexte, le client n'a pas besoin au lancement d'une notice de 150 pages ou d'une formation pour découvrir les fonctionnalités de l'outil. Il les maîtrisera dans leur ensemble, ayant pleinement contribué à leur paramétrage. Et donc, le troisième plan d'innovation, c'est l'innovation organisationnelle. Et d'abord, de par la mobilisation de profils différents. De nombreux acteurs de la collectivité ont été mobilisés à travers les objectifs qui étaient donc mieux définis et partagés. Cette capacité à mobiliser des experts en peu de temps, c'est un avantage clé pour interroger les besoins et les solutions apportées. Et donc, cette mobilisation d'expertises diverses permet la création d'un réseau qui sera utile pour l'écosystème du Pacte vert. Un second point, c'est la proximité avec les utilisateurs. Et donc, effectivement, en établissant une bonne communication et en cernant les besoins de chacun, nous pourrons faire évoluer efficacement le produit. Et enfin, un dernier point, il y a l'adoption collégiale d'une posture génératrice de valeur, donc qui se passe en adhérant communément à un certain nombre de principes que nous verrons ensuite, et donc dès le début du projet et dans sa poursuite. Merci beaucoup, Jade. Et enfin, Jade et Maud, pouvez-vous nous expliquer en quoi et comment vous avez adopté une posture génératrice de valeur? Alors, donc la question, comment la posture de départ permet-elle de générer de la valeur et comment cette posture se renforce-t-elle et se diffuse-t-elle? Je vais m'attarder maintenant sur 5 principes clés qui ont permis donc de placer le projet dans un écosystème favorable. Et le premier point, c'est la démarche de co-construction. Nous ne nous positionnons pas dans un mode client-fournisseur classique, mais dans une totale co-construction. Donc une consolidation des stratégies et des besoins, une appropriation quotidienne des processus cibles de l'outil et de ses fonctionnalités.
Donc, l'implication de profils avec des expertises différentes et adaptées soutient qu'il n'y a pas qu'un seul détenteur de vérité. Tous les co-constructeurs sont garants de leur expertise. Un deuxième point, c'est de savoir équilibrer le cadrage. Donc effectivement, le cadrage doit être clair dès le départ, tout en gardant une certaine souplesse dans son périmètre. Donc cela demande d'abord d'identifier les ressources nécessaires des deux parties dès le début du projet et tout au long du projet pour s'assurer d'atteindre les objectifs souhaités. Et d'autre part, cela nécessite donc d'accepter de prendre en compte les disponibilités de chacune des parties prenantes et d'anticiper ces disponibilités pour préparer des ateliers générateurs de valeur, quel que soit le contexte et les personnes impliquées à tel moment. Donc, par exemple, plutôt que des tests utilisateurs classiques individuels, on a exploité les temps disponibles en atelier et construit donc des formats de tests utilisateurs plus collaboratifs en alternant des temps de prise en main individuels, puis des échanges collectifs, donc qui répondaient mieux aux besoins et aux formats collaboratifs des ateliers. Un troisième point, donc, qui découle notamment de notre mode de gestion de projet, c'est l'avancement itératif. Donc, pour passer d'une idée basse fidélité à très haute fidélité, on a dû faire des choix sur la valeur délivrée. Donc, des portes ont été fermées, d'autres ont été ouvertes. Et donc, l'objectif, c'est que les fonctionnalités gardées à la fin soient celles qui seront vraiment utilisées. Vous connaissez peut-être ce schéma qui représente bien donc ce principe d'avancement itératif, c'est la roue de Deming, donc qui représente les cycles de travail, donc qui commence par une phase de planification, puis de réalisation, ensuite de vérification, donc les tests, et d'action ou de correction. Et donc cette roue doit toujours aller dans un sens montant si on a un bon système de management de la qualité. Et comme j'en ai parlé plus tôt, la roadmap et l'outil sont construits par itération courte de 3 semaines, au cours desquelles peuvent être identifiés des besoins émergents qui vont être priorisés et pris en compte immédiatement lors des prochaines itérations. Et donc, l'évolution du module dépend des parties prenantes qui sont impliquées dans la conception du produit. Par exemple, lors des 2 derniers ateliers qu'on a réalisés, on a pu éprouver les prototypes avec 2 panels utilisateurs qui n'étaient pas les mêmes. Donc, ça a permis de vraiment palper concrètement l'outil et le point de vue des utilisateurs. Les tests qu'on réalise attestent du besoin réel, de l'adéquation de la réponse à ce besoin et de l'utilisabilité des interfaces produites. Un quatrième point important, c'est le droit au retour en arrière. Donc, on se donne la possibilité de bifurquer si la valeur est assurée en estimant le bénéfice et le risque de cette décision. Donc, pour donner un exemple, avant de débuter la conception du module pilotage, le contrat portait plutôt sur un module de simulation d'impact, avant que le besoin ne soit clarifié et ne prenne la direction d'un tableau de bord d'indicateurs apportant une solution plus proche de la problématique exprimée. Et enfin, un dernier point qui a été un vrai tremplin dans la réussite du projet, c'est la transparence et la confiance. Donc, par le biais des points hebdomadaires, nous partagions les avancements et les réussites, mais aussi les obstacles rencontrés, les difficultés et les échecs. Donc, on a bien aimé un verbatim de Maud, vous m'avez offert un strapontin au milieu de vous, qui exprime bien donc cette posture de discussion, non pas en face à face, mais plutôt côte à côte. Donc, cette transparence apporte une certaine humilité, mais permet donc de mieux anticiper et de réagir aux imprévus et aux risques, et donc de mieux rebondir et de garder une trajectoire d'amélioration continue. Et donc, bien sûr, cette posture demande de la confiance dans les deux sens. Donc, Maud, dans notre capacité à préparer des ateliers générateurs de valeur et à bien cerner la vision et le besoin des acteurs impliqués. Et nous, dans l'investissement dont nos interlocuteurs, et particulièrement Maud, a fait preuve dans sa capacité à mobiliser les acteurs et finalement à donner vie au projet. Maud, si tu souhaites témoigner de la façon dont tu as vécu cette posture. Oui, je vais rebondir simplement sur ce volet confiance, effectivement, qui a été essentiel pour nous, et le fait qu'on mette en place très rapidement cette réunion hebdo où j'ai pu rejoindre l'équipe, voir un peu les coulisses du travail sur le produit, mais moi, ça m'a aussi permis de m'approprier un champ lexical qui était assez abscon pour moi, pour être très honnête. Et puis, au-delà, les concepts, les méthodes, et vraiment de comprendre aussi plus les enjeux. Et puis, l'autre volet très important, nous, dans la plus-value de l'approche qui a été apportée, je reviens dessus parce que vraiment, ça a été le gros plus de cette approche-là, ça a été de pouvoir visualiser rapidement des rendus possibles. En écho un peu à ce que disait, je crois, Jérôme tout à l'heure. Vraiment, ça a été gage aussi, nous, de l'investissement des collègues
et de consolidation de ce réseau, effectivement, généré autour de cette dynamique de projet pour bâtir un outil de pilotage du pacte vert. Donc, ce rythme soutenu avec une fréquence courte entre chaque nouvelle séquence d'atelier ou de démo, ça a vraiment aussi donné de la force et ça a permis de consolider et de rendre la démarche plus concrète et d'embarquer tout le monde. Et puis, donc, surtout, ce sur quoi je peux aussi témoigner, c'est que finalement, le fait d'avoir un module bâti sur mesure, ça répond à un besoin d'outiller les décideurs et les élus, les techniciens, dans un monde où il y a encore tout à faire. Finalement, on va dans le mur en matière d'urgence climatique, de planification écologique, et on n'a pas les outils, on n'a pas les méthodes. Donc, ce volet agilité, pour répondre à une part d'incertitude, finalement, pour nous, il est très précieux. Et donc, en ça, on a vraiment apprécié cet accompagnement Metapolis et on mise beaucoup sur cet outil qu'on a pu co-construire pour accompagner nos décisions au quotidien ici à la région. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour ces témoignages. Merci pour ces interventions. Je vois qu'on n'a pas de questions dans le fil de la conversation. On a été très clair, manifestement, sur notre présentation. Si je dois, pour ma part, retenir une phrase, Arnaud, concernant la partie que tu as développée, c'est qu'une organisation doit être suffisamment à l'écoute de son produit pour engager une transformation qui laisse la place et le temps à l'innovation. Et Maud, si je dois résumer, Maud Jade, pardon, et je vous ai oublié Thierry Jérôme, mais Maud Jade, si je dois résumer la partie que vous avez présentée, c'est que au regard de votre approche du projet, au regard de votre approche du planning, du déploiement du projet, de la construction du produit, et votre posture vis-à-vis de votre projet, vous permettez l'innovation, le travail en pleine confiance, la réelle création de valeur autour de ce produit. N'ayant pas de questions, on a encore quelques petites minutes. Est-ce que vous avez un mot à rajouter, Jade, Arnaud, Maud, Thierry, Jérôme, une dernière intervention, quelque chose que vous souhaitez marquer? Ouais, moi de mon côté, c'est ressouligner le fait que la co-construction, c'est quelque chose d'extraordinaire et qu'il faut vraiment réussir à se nourrir des expertises qu'il peut y avoir de part et d'autre. Et donc là, le constat, c'est qu'on a une expertise bien ancrée du côté de Keolis et puis de Bordeaux Métropole. Ça fonctionne avec B2Moro et bah, c'est super. Continuons comme ça, d'avoir un bon contexte d'innovation avec les éléments que j'ai pu citer, de l'alignement, de l'engagement, de la transparence et puis un environnement, sécurité psychologique. Et puis d'être voilà, à l'écoute du produit, avoir une bonne proximité avec les utilisateurs, écouter, entendre les signaux qui nous sont émis, et puis continuer d'avoir une posture agile, globale, pas que sur le produit, aussi sur l'organisation. Merci beaucoup, Anne. Moi, juste pour dire quelques mots, je pense que bon, tu as bien résumé, David, notre point de vue, mais effectivement, je pense que la co-construction et le fait qu'elle ait bien fonctionné, ça a été très enrichissant dans les deux sens, en fait. Donc, nous aussi, ça nous a beaucoup appris et voilà. Très bien, merci beaucoup. Pour conclure, donc, comme je le disais en introduction, le replay du webinaire du jour sera disponible sur les sites les sites internet respectifs de Metapolis et de B2Moro. Encore une fois, n'hésitez pas à nous solliciter pour échanger sur vos problématiques diverses et variées. Merci encore à tous nos intervenants, c'était extrêmement clair. Merci à vous pour votre attention et j'espère, avec quelques minutes d'avance, je vous souhaite une très bonne fin de journée et j'espère vous voir prochainement sur un prochain webinaire. Merci Merci. beaucoup. Merci pour tout. Et Merci, au merci à revoir. toute l'équipe qui a brillamment préparé et animé ce webinaire. Merci Fabien. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. Au Bonne revoir. journée.